Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le 4e cours de psychologie médicale qu'on va traiter et celui-ci parle de la psychologie de la douleur. Il est aussi classé avec les cours qui sont donc beaucoup plus faciles. On va le commencer tout de suite. Donc la demande de soulagement d'une douleur est un motif de consultation vraiment très fréquent. Il y a beaucoup de personnes qui ont un médecin pour qu'il soulage leur douleur. Donc en fait, soulagement, on peut dire que c'est tarfif, d'accord? Donc, tarfif al-alam, beaucoup de personnes vont chez le médecin pour ça. La recherche de l'étiologie donc qui est la cause, d'accord, et son traitement quand ils sont possibles amène à un apaisement rapide et durable. Quand le médecin يعرف la cause directement et comment la traiter, la douleur elle sera éradiquée, donc la douleur aiguë a alors rempli son rôle d'alarme, d'accord? Donc quand c'est une douleur aiguë, quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans le corps, il va y avoir, elle dit que la douleur elle va avoir un rôle d'alarme qui va dire voilà, il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans le corps. Donc plus rarement, parce que la pathologie n'est pas curable, donc mais aussi du fait que les facteurs personnels ou environnementaux, la douleur a tendance à se chroniciser. Se chroniciser, ça veut dire que est chronique, donc avec le risque d'évolution vers un syndrome douloureux chronique, c'est-à-dire que la douleur, elle va rester pour beaucoup plus longtemps que prévu. C'est alors la globalité du sujet souffrant, donc tout le sujet souffrant, c'est alors la globalité du sujet souffrant qui est bouleversée, d'accord? Donc il est un petit peu perturbé en quelque sorte dans ses dimensions somatiques, donc ce qu'il va ressentir au niveau de son corps, au niveau affectif, au niveau cognitif et comportemental, et qui doit mobiliser ses capacités adaptatives. Donc somatique, chronablique, c'est tout ce qui va se rapporter avec une douleur qui est réellement sentie, d'accord? Affectif, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions. Cognitif, en rapport avec la connaissance des lots. Et comportemental, donc du comportement qu'il va avoir avec les autres. Et qui doit donc du coup mobiliser ses capacités adaptatives. La douleur chronique constitue l'une des plus fréquentes causes d'incapacité, d'accord? Elle expose les patients non seulement à une incapacité, mais aussi à un fort risque d'iatrogénie par la consommation anarchique de substances antalgiques. La iatrogénie, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de tomber malade, mais qui est dû à des médicaments. Donc, tomber. Donc, on applique la iatrogénité, c'est le fait de tomber malade. D'accord? Donc, c'est des maladies qui sont qui sont causées par des médicaments plutôt, d'accord? Donc tomber malade à cause d'un médicament, donc soit par prise excessive qui marronna, c'est-à-dire que quand la douleur elle va devenir chronique, d'accord, et surtout la société Tana, parce que tout le monde sait que le paracétamol c'est un anti-antalgique et qu'il casse la douleur, il y aura consommation excessive, d'accord, donc à cause des médicaments, mais en consommation, d'accord, donc en conso vraiment très excessif, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, pour une toute petite douleur, ils vont prendre des doses de médicaments vraiment très très grandes, ce qui est vraiment très mauvais pour l'organisme d'Yanna, d'accord? Les dimensions du phénomène douloureux, donc l'analyse du phénomène douloureux implique la considération donc du coup il y a 3 types de variables, les mécanismes générateurs, d'accord, donc c'est lui le premier, le vécu subjectif et les comportements associés, et enfin la durée d'évolution. Donc ça va prendre le mécanisme, donc on va parler de un petit peu plus en détail. Donc on va commencer par le mécanisme générateur. Donc le mécanisme générateur, classiquement, on va différencier 3 grands types de mécanismes. D'accord, on va différencier 3 grands types de mécanismes. Le premier, ça va être, j'efface ça, je prends le surligneur. Donc, le premier, ça va être l'excès de stimulation nociceptive. Donc, l'origine, elle pourra aussi être neuropathique et d'une origine pathologique. Donc, à Dourouma, les 3 grands types de mécanismes. On aura premièrement excès de stimulation nociceptive, une origine neuropathique et aussi une origine pathologique. On va commencer par l'origine nociceptive. L'origine nociceptive, donc la douleur, donc en gros une origine vraiment douloureuse, ça va être
c'est le mécanisme le plus habituel, d'accord? Un processus pathologique, il peut être inflammatoire, traumatique, infectieux ou dégénératif et qui active au niveau périphérique le système physiologique de transmission des messages nociceptifs. Au niveau périphérique, donc par exemple au niveau cutané, les récepteurs nociceptifs, ils vont transmettre un influx nociceptif, d'accord? Donc elle dit à l'origine nociceptive, ça va être au niveau périphérique, donc des membres et de la peau. L'information, donc du coup, elle naît au niveau des récepteurs non spécifiques, d'accord? Elle est transmise par la moelle, puis les structures centrales. Quand on dit récepteurs non spécifiques, ce sont des récepteurs nociceptifs, mais non spécifiques. Ils ne savent pas, elle dit que la douleur, c'est quoi? Donc on ne sait pas si c'est une douleur liée par exemple à la chaleur, on ne sait pas si c'est une douleur de brûlure, une douleur liée au froid, une douleur liée à par exemple etc. Donc ils sont non spécifiques, mais on sait qu'il y a une douleur. Donc ils vont transmettre les influx vers la moelle et puis vers les structures centrales, donc à savoir le cerveau, etc. Au plan thérapeutique, il est légitime d'agir sur les processus périphériques, sur le processus périphérique lui-même, ou d'en limiter les effets par la prescription d'antalgiques périphériques ou en interrompant la transmission du message nociceptif. Comment est-ce qu'on va venir traiter l'origine? Parce qu'en traitant l'origine de la douleur, on va carrément traiter la douleur en elle-même, donc elle va disparaître. Comment est-ce qu'on va traiter une douleur d'origine nociceptive? Au plan thérapeutique, il est légitime d'agir sur le processus périphérique lui-même ou d'en limiter les effets, soit par la prescription d'anti-antalgiques. Les anti-antalgiques sont tout simplement des calme-douleur, d'accord? Donc, on va prescrire des antalgiques. Là, ce sont des calme-douleurs, d'accord? Donc, ce sont des médicaments qui calment les douleurs. Ça, c'est un E. D'accord? Donc, au niveau périphérique ou en interrompant la transmission. Donc, du coup, avec l'influx que vont transmettre les récepteurs, il va être interrompu au cours de la transmission. Du coup, il n'arrivera pas vers la moelle et le système central et l'influx nociceptif ne sera pas ressenti. On peut avoir aussi, donc ça c'était pour la première origine qui était donc du coup origine nociceptive. Donc on parle de l'origine neuropathique. Donc sous ce terme de origine neuropathique, on regroupe les douleurs qui succèdent à une atteinte nerveuse, d'accord? Tout ce qui va toucher le système nerveux. Que ce soit le système nerveux périphérique, donc par exemple par la section ou l'amputation ou la zona, d'accord? C'est tout ce qui va regarder l'appareil cutané un petit peu et les membres tawana, donc les nerfs taouham un petit peu plus précisément, ou le système nerveux central, donc par exemple par une paraplégie qui est une paralysie, d'accord? Qui est une paralysie des membres. On parlera surtout de ce phénomène pour les membres inférieurs, d'accord? Pour les membres, et on en parle surtout pour les membres inférieurs. Dans ce type de douleur par, donc du coup, désaffération, donc l'afférence, elle va, l'afférence vers le système central, elle va carrément être enlevée. Cette désafférence, il est illogique de prescrire des antalgiques périphériques ou des anti-inflammatoires. On ne sait pas comme si on traitait une inflammation ou là l'origine périphérique, parce que là, le problème, il est nerveux. En revanche, les traitements de première intention seront d'action centrale, donc par exemple les antidépresseurs, les antiépileptiques, etc. On propose aussi des techniques de neurostimulation, d'accord? On propose des techniques de neurostimulation. Pour l'origine psychologique d'une douleur, donc origine psychologique ou idiopathique, on parlera donc parfois, la sémiologie de la douleur aide à suspecter une origine prioritairement psychogène. Ça veut dire que sur le plan somatique, la personne n'aura rien du tout, mais ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus
sur le plan psychique. D'accord? Donc, une origine psychogène, en fait, qu'est-ce qui va nous orienter vers ça? C'est qu'il y aura une description qui va être luxuriante, donc ici de l'habzaf, imprécise ou variable, la personne elle n'a pas l'air sûre d'elle quand elle vous explique sa maladie, etc. Elle bégaye. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, imprécise ou variable, ou une sémiologie atypique, donc une sémiologie vraiment bizarre, liée jamais donc on suspecte l'origine pour l'origine de la douleur. Donc, divers cadres nosographiques peuvent être évoqués, conversion hystérique, dépression, hypocondrie. Donc, pour diagnostiquer une origine psychologique ou idiopathique, on va beaucoup plus aller donc du coup vers le type de syndrome, donc des conversions hystériques, dépression, hypocondrie, etc. Dans certains cas, la description entre dans un tableau stéréotype provoquant un cadre sémiologique précis. Parfois, quand les patients ils commencent à nous expliquer et à nous décrire leur douleur, on sait directement que c'est une origine qui est psychologique, donc idiopathique. Quand par exemple il y a des céphalées de tension, pointe de gâchette musculaire, en fait le point de gâchette musculaire, c'est carrément l'impression d'avoir un œuf le muscle. Donc il y a comme le muscle comme la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, ça va être des douleurs chroniques qui seront diffuses, d'accord, des douleurs chroniques qui vont aller un petit peu partout et elles sont causée le plus souvent par la fatigue ou là une glossodynie, la glossodynie qui est le syndrome de la bouche enflammée. C'est des symptômes que ressentent les personnes qui ont une douleur d'origine psychogène, d'accord? Donc c'est soit parce qu'ils sont fatigués, qu'ils sont angoissés, qu'ils sont anxieux, qu'ils sont soumis à une certaine pression ou à un certain stress, etc. En fait, de nombreuses douleurs chroniques ne sont pas à proprement parler psychogènes au sens où elles ne sont pas totalement donc dans la tête et qu'un cadre nosographique somatique peut être incriminé. Des fois, c'est vrai que le tableau HADEC que va vous donner la personne, vous allez vous dire c'est psychogène, mais en fait, il y a le truc psychogène capable d'icône le déclenchant de quelque chose qui est vraiment somatique, d'accord? Donc quelque chose qui est vraiment un problème vraiment présent dans le corps. Ces douleurs résultent plutôt de l'intrication avec des facteurs somatiques et psychosociaux. Donc, comme tout cas, ça va être un petit peu les deux si on veut. Ça va être donc du coup la chose d'origine psychogène, d'accord, qui va venir nous alerter à le facteur somatique qui pourrait causer un petit peu, disons, cette douleur. Donc, en tout cas, on va parler de la douleur. La douleur en elle-même, c'est une expérience subjective et comportement. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire subjective? Subjective, c'est j'ai perdu un petit peu le mot bien, mais une expérience subjective, c'est un petit peu que votre avis est dakhel fiha. C'est l'inverse objectif, d'accord? Donc c'est important de faire la différence entre les deux termes. Subjectif, c'est une expérience passée, vous allez employer vos sentiments, etc. Mais quand on a une étude qui est objective, d'accord? Donc une étude qui est objective, avec un F si c'est au masculin, d'accord? Donc, quand une étude est objective, on va par contre parler, comme quand on décrit comme quand on décrit par exemple le rétrécissement aortique et qu'on va citer les symptômes, d'accord? Donc, on le fait d'une façon tout à fait objective. Donc, là, on ne l'a pas ressenti, mais là, quelque chose de vécu qu'on a vécu nous-mêmes, d'accord? Donc, c'est ce qui est rapporté dans nos cours. On va en parler de manière objective. Donc, quel que soit son mécanisme initiateur, donc quelle que soit l'origine de la douleur, elle constitue dans tous les cas une expérience qui est subjective. Quelqu'un qui ressent la douleur va vous en parler. Une personne qui n'a pas ressenti la douleur ne pourra jamais vous en parler. Un phénomène central qui est modulé par des apprentissages antérieurs, des motivations actuelles et des anticipations. Une personne qui va sentir une douleur, donc soit elle a déjà ressenti de la douleur, du coup elle l'aura en quelque sorte apprise. Des motivations actuelles, elle voudra des médicaments, etc. Des anticipations, oui, je connais telle personne, elle a eu de la douleur et 2 heures après, elle est décédée. Donc, ils anticipent ce qui pourrait se passer. Donc, l'IASP propose de définir la douleur comme une expérience, c'est important de le savoir, une expérience sensorielle
émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Donc il peut y avoir de réelles lésions lorsqu'on ressent une douleur et il ne peut y avoir pas donc du coup une réelle lésion comme c'est pour le cas idiopathique. L'intérêt de cette définition est de limiter, d'accord, le lien étroit entre la douleur et le stimulus périphérique. La douleur est un stimulus périphérique, mais tout stimulus périphérique n'est pas forcément une douleur. Elle rend légitime les douleurs sans lésion décelable. C'est-à-dire que l'association Hadia, elle a dit que même si l'origine de la douleur meshibayin, qui n'est pas somatique, ça ne veut pas pour autant dire que cette douleur n'existe pas. L'intérêt de la définition est également de mettre sur un même plan les dimensions sensorielles et affectives. Ça veut dire que les dommages que va causer une vraie douleur somatique seront probablement, possiblement les mêmes douleurs que un facteur psychologique pourra créer, d'accord? Donc du coup, les dégâts, ils se ressemblent un petit peu les deux affections. On admet en effet que le traitement de l'information nociceptive s'effectue en parallèle dans différents types de structures centrales. Ce décodage complexe par des structures distinctes donne alors une douleur à la place particulière l'importance de composantes affectives. Donc en fait, on va avoir plusieurs composantes qui font interpréter, si on veut, la douleur, d'accord? Donc elle sera prise en compte par 4 composantes, je pense. Donc on aura la composante sensory discriminative, on aura aussi la composante affectivo-émotionnelle, la composante cognitive et on aura aussi la composante comportementale. Donc on va revenir la composante sensory discriminative, Donc, elle correspond aux mécanismes neurophysiologiques qui permettent le décodage de la qualité, la durée, l'intensité et la localisation des massages nociceptifs. C'est-à-dire que à partir de cette composante, la douleur, c'était quoi son origine, c'était quoi sa cause, etc. Donc, ça va être l'analyse de un flux de message donc vers le cerveau, donc on aura une analyse en quelque sorte. La composante affectivo-émotionnelle, elle est déterminée non seulement par le stimulus nociceptif lui-même, mais aussi par le contexte dans lequel le stimulus est appliqué. La signification de la maladie, l'insertion et son évolution sont autant plus un facteur de devenir modulé que la composante affective de la douleur en clinique. Donc, en fait, lorsqu'une personne ressentira une certaine douleur, le fait qu'elle ne sache pas comment la gérer, comment est-ce que ça va évoluer, etc., ça peut également aussi, encore une fois, aggraver en quelque sorte la douleur. On a aussi la composante cognitive, d'accord? La composante cognitive, l'exemple, il est vraiment très très clair et ça explique vraiment très bien. On applique les observations classiques ont contribué à souligner l'influence de la signification accordée à la maladie en étudiant 2 groupes de blessés, donc des militaires et des civils qui présentaient des lésions identiques. On a observé que les militaires réclamaient beaucoup moins d'analgésiques que les civils. Analgésiques, les remèdes sont des calmants de la douleur. Parce que en fait, le militaire, il n'a pas la même vision que le civil. Un militaire qui va avoir une fracture, par exemple, pour lui, il s'en est sorti indemne, limite, parce que il n'a pas vraiment il n'est pas mort, il est encore en vie, etc. C'est quelque chose de bien. Un civil, par contre, qui s'est cassé un bras, il va penser je vais perdre mon emploi, du coup je n'aurai plus assez de revenus, etc. Socialement, je suis quelqu'un considéré comme quelqu'un, par exemple, de malade, etc. Donc, donc la composante cognitive, les connaissances, deux personnes différentes, toutes les deux, elles n'ont pas la même vision de la douleur et la même perception d'elle. Pour la composante comportementale, elle englobe l'ensemble des manifestations verbales et non verbales observables chez la personne qui souffre. C'est-à-dire que le comportement de la personne quand elle souffrira, ça va aussi nous permettre d'analyser c'est quoi en fait sa réaction face à la douleur hadia. Donc voilà, ça c'était pour les composantes qui traitent la douleur. Maintenant, on va parler du facteur de temps, d'accord? Donc le facteur temps, aigu ou chronique, si la douleur elle va être aiguë ou chronique.
Par le seul fait de sa persistance, les mécanismes d'une douleur et son retentissement comportemental peuvent se modifier. Plus une douleur sera longue, donc plus sa chronicité dit dans le temps, moins elle sera supportable. Donc, quand dit bref le temps, quand le patient il aura l'impression qu'il a encore plus mal. D'accord? Tant au niveau neurologique que au niveau psychocomportemental. Ainsi, une douleur liée à un traumatisme initial physique peut être perpétuée par des facteurs psychologiques et sociaux. Ça veut dire que la douleur, elle n'est pas seulement en relation avec le stimulus qui l'a provoqué, elle peut aussi être en relation avec l'environnement de la personne, etc. Et des facteurs donc on a sociologiques, pardon. Évaluation Évaluation biopsychosociale du malade douloureux. Le premier contact avec un patient douloureux chronique peut être délicat du fait de l'agressivité de ce dernier. D'ailleurs, on le remarque vraiment très souvent, plus un patient a mal, plus il va être agressif avec son soignant. D'accord? Donc du fait de l'agressivité de ce dernier, des sentiments de frustration et de mise en échec, un petit peu comme si parce qu'il a mal, parce qu'il se sent un petit peu vulnérable et impuissant. Donc, qui se dégage de son discours. Déjà que rien qu'à sa façon de parler, on va comprendre qu'il se sent comme ça. La relation est facilitée après avoir fait preuve d'empathie. Donc, plus le médecin se met à sa place de son patient, plus la relation est facilitée entre le médecin et le patient du coup. Éviter la consultation dans une atmosphère d'urgence, d'accord? Donc, le médecin, il doit vraiment prendre son temps pour voir son malade, pour lui parler, voir comment ça évolue, etc. Parce que il faut une disponibilité afin d'écouter et de créer un climat de confiance. Plus le médecin va écouter son patient, plus le patient va faire confiance à son médecin. La difficulté réside dans la démarche d'explication aux malades et de collaborer avec le psychiatre ou le psychologue. Donc, on va proposer la majorité du temps les malades d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, donc à qui ils pourront un petit peu plus en quelque sorte parler, s'ouvrir, etc. C'est important. Les antécédents personnels. Donc, la majorité des douleurs est due à des événements traumatiques. Donc, ça peut, donc, du coup, on a sur le plan, sur différents plans. Donc, il y a par exemple des événements traumatiques, d'accord? Donc, comme pour les abus sexuels. On dira aussi qu'ils sont rapportés une foule d'événements qui paraissent peut-être mineurs, mais dont la sensibilité des gens d'accord? Donc un événement qui peut paraître pour un autre, ça pourrait vraiment le blesser, d'accord? Et lui causer carrément une douleur, qu'elle soit psychique ou somatique, d'accord? Donc une foule d'événements qui paraissent mineurs, mais en fait, elles ont des conséquences un petit peu plus dramatiques, disons. D'accord? Pour les antécédents familiaux, il s'agit de l'existence de familles de douloureux chroniques, la transmission de ce comportement dans ces familles. Donc, ça peut aussi être génétique carrément, d'accord? Donc, ça se transmet génétiquement entre les membres de cette même famille. On peut aussi avoir le facteur de stress, d'accord? Donc, les individus soumis à un haut niveau de stress apparaissent prédisposés à certaines douleurs, comme par exemple les myalgies, les arthralgies, les gastralgies. Donc, myalgie pour les douleurs musculaires, arthralgie articulaire et gastralgie pour les douleurs gastriques et les douleurs pré- et menstruelles chez les femmes. Ça peut aussi être dû à des facteurs de personnalité. Donc les troubles de la personnalité chez les personnes douloureuses chroniques sont plus fréquents dans la population générale. Donc les troubles de la personnalité chez les personnes douloureuses chroniques. Quand on a une personne qui sera douloureuse chronique, surtout quand c'est de famille, d'accord, elle aura beaucoup plus tendance à avoir des troubles de la personnalité et donc du coup à contracter ce genre de douleur. On peut aussi avoir des facteurs cognitifs, d'accord? Donc, ils peuvent être en relation soit avec les croyances du patient, soit avec la peur du mouvement ou l'évitement phobique. On va les voir, donc on va les expliquer. Donc, les croyances du patient, ce sont des schémas interprétatifs qui conditionnent la perception que ce patient
à de leur situation. C'est-à-dire que le patient, il va se faire une image de sa maladie dans sa tête, il va se dire voilà, il va penser en fait, d'accord, donc c'est les croyances du patient, il va croire qu'il a telle et telle et telle maladie, que ça marche comme ça et que la douleur est de jour en jour alors que pas du tout, et ça participe également à accentuer, d'accord, à exagérer, à augmenter la douleur. Donc, évaluer ce que pense un patient de sa douleur, de la gravité de la maladie, fait apparaître de nombreuses notions qui sont parfois dysfonctionnelles, comme on vient de le dire, pour l'adaptation à la situation et au traitement proposé. Donc, on aura une dramatisation, d'accord, de la signification des lésions décrites, c'est-à-dire de leur caractère obligatoirement irréversible. Pour lui, ça va être une douleur qui est irréversible, elle est là, elle va rester à vie, et donc, ça va aussi influer beaucoup. Peur du fauteuil roulant. Il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils ont un tout petit bobo au pied, ils relèvent là, c'est bon, je vais passer ma vie dans un fauteuil roulant, etc. Et ils dramatisent beaucoup, d'accord? Ou d'évolution vers la paralysie. Ils croient que c'est bon, ils ont une paralysie, etc. quand ils ont une petite douleur. Attente passive d'un soulagement et qui ne peut qu'être d'origine médicamenteuse ou chirurgicale pour eux. Mais si le comme la douleur qu'ils ressentent. Ces croyances qui sont erronées qui veut dire fausse, d'accord? Donc ces croyances erronées ou considérées comme dysfonctionnelles du point de vue médical sont des facteurs d'incapacité. C'est ce qui va l'empêcher en quelque sorte à aller mieux. Elles forment un véritable barrage chez le patient douloureux chronique, d'accord? Un barrage, donc hajis, qui va carrément l'empêcher d'aller mieux. Lorsqu'elles sont méconnues du praticien, elles empêchent toute adhésion du patient à la prise en charge qui lui est proposée. Lorsque cette adhésion est le moteur de sa rééducation. Donc, en fait, le patient, il va carrément refuser la prise médicamenteuse que va lui proposer le médecin et ça va encore une fois être un barrage, d'accord? Donc, ça va empêcher sa rééducation et donc ça va l'empêcher d'aller mieux. Plusieurs stratégies de coping, coping qui vient du verbe anglais to cope, d'accord, donc c'est un petit peu coping, c'est compenser, d'accord, donc plusieurs stratégies de compensation sont mises en œuvre par les patients douloureux chroniques pour vivre avec leurs conditions. Selon qu'elles permettent aux patients d'améliorer ou non sa condition de vie, ces stratégies sont dites adaptées ou dysfonctionnelles, ça veut dire qu'ils vont essayer. Des fois, ils se convainquent eux-mêmes que cette telle chose leur fait du bien ou que telle chose ne leur fait pas de bien, au contraire, mais ils continuent quand même de le faire. On a aussi la peur du mouvement ou l'évitement phobique. On applique à chaque fois où il y a le mot phobique, ça veut dire que il renvoie donc toujours à la peur, d'accord? Très bien. Donc, la peur de l'évitement serait fondée sur des conditions erronées, d'accord? Donc, on a fausse concernant la douleur. Les répercussions de ce comportement de peur sont multiples avec comme conséquence les plus notables une réduction du taux de retour au travail et des performances physiques. La personne, elle aura tellement peur quand elle va ressentir une petite douleur, elle va dire non, c'est bon, il faut plus que je travaille, il faut plus que je bouge, sinon la douleur, elle va s'aggraver, elle va se transformer en une maladie, etc. Donc, il développe une peur du mouvement. On arrive à la conclusion. Donc, on a dit j'ai sauté une page. Donc là, c'est un petit résumé de ce qu'on a dit. On va lire Hadia et puis l'autre, c'est un petit résumé de Wujdelna. On a dit éléments organiques, psychiques, composantes sensorielles, comportementaux et cognitifs, éventuellement, sont kamel hadouma, tout ce qu'on voit ici, professionnel, culturel. Donc, ils sont kamel des motifs de douleur. Pour le patient, autant d'occasions de rupture, de dispersion et de souffrance. Ainsi, il n'est pas étonnant de constater l'errance médicale des patients douloureux qui témoignent de cette prédisposition et aussi d'une quête. Donc, les syndromes douloureux, c'est vraiment une grande source d'erreurs, disons, en médecine lors du diagnostic, d'accord? Donc, voilà, là c'est un petit résumé de ce dont on a parlé, donc je vous laisse le lire. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Bon courage!